Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo concernant les moissonneuses-batteuses. Si vous êtes là, c'est que vous avez forcément vu la première des vidéos. En tout cas, je vous conseille de démarrer par celle-ci, ce sera plus simple pour vous. Alors là, dans cette deuxième partie, je vous emmène avec moi pour monter sur le dessus de la moissonneuse, pour regarder le départ moteur, comment ça se passe, la répartition des mouvements, la cinématique simple, très simple de cette machine pour entraîner le rotor, mais aussi tous les éléments de fonctionnement de la machine, que ce soit les parties de nettoyage, le ventilateur, etc. On va ensuite faire tout le côté droit pour regarder les élévateurs, le broyeur, regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des changements des contrebatteurs, et on finira par une conclusion générale sur le battage, et je vous donnerai en résumé les points que j'estime le plus importants et qui ont entraîné le choix pour nous de cette machine, avec ses avantages et ses inconvénients. Alors si ça vous convient, on est parti. Donc là on a une échelle qui se déplie à l'arrière, avec l'arrière caractéristique des machines axiales, le petit cul un petit peu coupé, et on arrive sur la partie donc moteur, avec des capots qui permettent un meilleur refroidissement et une protection vis-à-vis de la poussière. Et là on arrive donc sur la partie entraînement. Vous voyez que la sortie moteur est reliée donc au rotor. La poulie que vous avez là c'est l'entraînement du rotor avec un système de variateur qui est le même depuis 1979, si ce n'est qu'il a énormément grossi, évidemment, qu'il est fiabilisé aujourd'hui de manière très forte. On a des courroies énormes qui n'ont rien à voir, elles sont 2,5 fois plus grosses que celles des plus grosses axiales de l'époque des années 90, les 23-88. Et donc, vous voyez, le système est réduit à sa plus simple expression. Tout le système de battage se résume ici, à un entraînement ici. Et la courroie qu'on a vue tout à l'heure sortir entraîne le fameux boîtier que je vous disais, qui fait un entraînement jusqu'à l'entraînement de la trémie. Donc, vous voyez, c'est très simple. Et qui va traverser de l'autre côté pour entraîner aussi une partie du système de grille, de l'alternance des grilles. Là, ici, on a la sortie pour le broyeur de paille, puisque cette machine, comme toutes les batteuses, moissonneuses-batteuses d'aujourd'hui, peut gérer la paille, soit la laisser, soit la broyer directement. Donc, ce qui évite ce qui se faisait avant de repasser pour broyer à nouveau la paille. Là, on peut tout faire en un seul tenant. Et vous allez voir que sur cette machine, le broyeur a deux fonctions, ce qui n'existe pas sur les autres machines. Elle a une fonction aussi d'aider la paille à être extrait de la machine. Soit on le met en position broyage, soit on le met en position ce qu'on appelle tire-paille. Donc on va aller voir ça de l'autre côté. Sinon, pendant qu'on est en surface, la trémie ici, vous voyez, elle est fermée. Elle va s'ouvrir à l'américaine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre en éventail de chaque côté. Il n'y a pas de protection contre la pluie quand la trémie est ouverte, mais ça permet vraiment de pouvoir mettre du grain assez haut. C'est un fonctionnement américain. Ça permet pour des machines compactes d'avoir finalement des trémies de grande taille. Alors ici, elle fait en gros 8800 litres, on met 65 quintaux, 6 tonnes et demie. Et là, le modèle du dessus fait 10 tonnes 800, donc c'est exactement la même machine pour tout le reste. C'est juste qu'elle a une trémie plus grande. Le rotor est le même, le moteur change, on passe de 6 litres 6 à 8 litres 100 sur les moteurs d'après. Ici, ce moteur fait 313 chevaux d'origine et il est boosté aujourd'hui par un système de reprogrammation, ce qui est généralisé en tout cas chez nous au niveau des concessionnaires, car les moteurs d'origine, sans doute pour des histoires de normes, manquent de couple et s'écroulent très facilement. Et le problème, c'est qu'un moteur qui diminue ses vitesses de rotation, eh bien, ça entraîne tout le système de battage et de nettoyage. Et donc, ça crée des dysfonctionnements importants sur la performance de la machine. Donc, il est très important qu'elle conserve son régime. Et donc, toutes les machines, nous ici, subissent ce système de reprogrammation et qui leur apporte vraiment, c'est le jour et la nuit, c'est des machines qui n'ont plus rien à voir. Donc, de 313 chevaux, on passe à 380 chevaux, mais surtout, on passe à un couple beaucoup plus important de plus de 30% supplémentaire. Voilà. Ce qui est pour nous une obligation pour tous les modèles, quels que soient les modèles. Ici, on a le système de recyclage que vous connaissez. Et puis, on a la vis de vidange ici qui va donc s'ouvrir et permettre la vidange de la trémie quand elle est dépliée. On aura l'occasion de voir ça en moisson. Je vous montre l'autre côté. Alors, concernant l'arrière de la machine, depuis toujours, l'Axial a eu ce système d'épandage et de répartition des résidus de récolte.
mais ils n'étaient pas situés du tout comme ça. Ils étaient situés plus haut sur la machine. Donc d'ailleurs, cette machine était reconnaissable puisque c'était la seule à avoir ces petits tourniquets qui répartissaient la paille et très très mal les menus pailles, en tout cas à l'époque, qui sont les déchets qui sortent des grilles justement, les enveloppes de grains, etc., les toutes petites pailles. Donc ils sont d'ailleurs très riches en nutriments et qui, lorsqu'ils sont mal répartis, ont des conséquences compliquées sur la suite des événements, donc sur le semis des autres récoltes. Donc là où l'axial a beaucoup évolué, c'est le fait que maintenant on a un accès différent. Vous voyez l'espèce de toboggan là, il sert aussi lorsqu'on veut garder la paille. C'est-à-dire qu'il y a un système électrique ici sur le côté. Vous voyez que le toboggan était relevé. Quand j'appuie sur le bouton ici, le toboggan se baisse. Et là, dans ce cas-là, je passe en mode, je conserve la paille. La paille ici est éjectée sur le déflecteur là, qui l'a fait tomber ici. Et là, dans ce cas-là, je conserve la paille, mais je répartis toujours les menus paille. Et ça, c'est très important, puisque depuis les grilles que je vois ici, ça tombe bien ici. Alors là, on a vraiment une qualité de répartition de la paille qui est très très bonne, hein, qui n'a rien à voir avec avant. Et surtout, le gros changement, donc là ici vous apercevez la grille supérieure qui se règle en partie électriquement, mais qui est en 3 parties, qui se règle en partie électriquement avec le petit vérin là, et en partie manuellement. Mais surtout, ce qui a changé par rapport à 1979, c'est que ce que vous voyez là-haut, là, le rotor avec les couteaux, c'est le broyeur qui a donc, comme je l'ai dit, un rôle aussi de tire-paille. Si on ne broye pas la paille, on le met en vitesse lente. Mais la grosse différence sur ces machines-là, ces générations-là, c'est qu'on est passé d'une 50aine de couteaux sur un broyeur qui ne faisait pas la largeur de la machine, sur un broyeur aujourd'hui à plus de 90 couteaux, qui tourne non plus à 1700 tours, mais à 3600 tours, qui n'a plus des couteaux lisses, mais des couteaux crantés, qui a donc une agressivité et une qualité de broyage qui n'a plus rien à voir avec ce qui existait avant. Ça a été le gros pas en avant de cette machine, de l'axial, par rapport à ce qu'elle faisait avant. Donc ensuite, si on enlève la toile, là, on accède en dessous à la deuxième grille. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre évolution qui a changé beaucoup les choses lorsque l'on doit changer les grilles. Donc l'autre grosse évolution sur cette génération de machines, c'est l'accès aujourd'hui aux grilles en faisant pivoter le système de répartition de paille et de menu paille, réglable en largeur, hein, je le rappelle, comme un épandeur d'engrais, où on peut gérer la vitesse, mais aussi la position des déflecteurs depuis la cabine, bien sûr, et en fonction des conditions d'humidité de la paille ou de récolte ou de culture que l'on a, on peut donc faire varier de manière très très facile et surtout très efficace la qualité et la répartition des pailles et menus paille. Donc là, on voit ensuite qu'on a accès complètement aux grilles de manière très simple. D'ailleurs, pour démonter les grilles, on démonte ce toboggan-là en quelques minutes, puisque il n'y a que 2 vis à défaire, la vis que vous apercevez ici, là. Donc on défait cette vis-là, et on enlève le toboggan, là, et on a donc accès très facilement aux grilles en dessous. Donc ça, c'est un vrai progrès. Allez, on continue sur l'autre côté. Alors là, on est sur le côté droit de la machine, où vous avez un accès par ce capot-là sur toute la partie nettoyage, qui s'ouvre encore une deuxième fois avec une plateforme pour vraiment facilement faire le nettoyage des radiateurs. Un système de radiateur aujourd'hui avec une petite golotte ici, avec un aspirateur qui vient aspirer la poussière tout autour de l'aspiration du radiateur de moteur. Bon, ça c'est dans beaucoup de machines, hein. C'est des matériels qui évoluent dans des conditions souvent très poussiéreuses, même si on fait toujours le maximum pour qu'elles se sentent le mieux possible. Donc de ce côté-là, on aura aussi les élévateurs qu'on va aller regarder, et l'accès au contrebatteur. Alors l'avantage, c'est que ce sont des capots aujourd'hui bien plus simples que les capots en tôle du passé, hein. Donc on a des verrous pour ne pas qu'au travail ils se baladent, et ensuite on a des sécurités, pour être franc, qu'on a enlevées, puisqu'elles sont tellement ennuyeuses où il faut un tournevis à chaque fois. Donc là, c'est juste pour vous montrer encore une fois, il n'y a plus d'entraînement comme c'était le cas avant des systèmes de répartition des pailles. Là, c'est entièrement hydraulique, donc du coup, il n'y a plus rien. Et en fait, cette machine a 3 graisseurs chaque jour à faire, qui sont les graisseurs sur l'entraînement du rotor qu'on a vu tout à l'heure. Là, ici, on arrive à une partie aussi qui a vraiment changé beaucoup de choses. C'est donc le broyeur, comme je le disais. Là, ici, on a l'entraînement du broyeur, hein, qui est donc la deuxième courroie qui part de l'entraînement moteur. Donc le broyeur, par rapport à avant, est entraîné par 2 courroies de manière simultanée.
et on a un crabot ici qui le bascule en petite vitesse ou en grande vitesse. Donc petite vitesse pour les maïs par exemple ou les tournesols lorsque l'on est uniquement en tire-paille, qu'on n'a que peu de résidus à broyer, hein, mais qui permet aussi à ce broyeur de passer de 800 tours en tire-paille à 3600 tours exactement lorsqu'il est en broyeur. Donc là on a vraiment une pulvérisation des choses. Vous voyez ensuite qu'en termes d'entraînement, il n'y a pas grand chose. Donc là ici, on a ce que l'on appelle l'élévateur à Othon. C'est le petit élévateur qui récupère les grains qui sont encore vêtus, qui sont encore mal battus. Et on les renvoie jusqu'au batteur. Donc là, on va ouvrir ce capot-là. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Et on les renvoie ici, par le petit tuyau là, au-dessus des troisièmes corbeilles, puisque là on est de l'autre côté de tout à l'heure, hein, donc les troisièmes corbeilles à gros fil, qui sont pour nous aveuglées, donc avec des fameuses contrebattes supplémentaires, comme on l'a vu, hein, qui se fixent sur les fils, vous voyez en dessous là, et on en a mis quelques-uns ici, pour la partie récupération des Othons et que ce soit mieux battu. Hein, donc voilà les préparations que l'on fait. Donc ça, ce système-là, il ne faut évidemment pas le saturer, le mieux c'est que ce soit bien battu avant, pour éviter d'avoir ensuite, dans le nettoyage et la séparation, beaucoup de grains qui soient mal battus. Donc c'est ça la clé. Et on verra dans la partie réglage qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Ici aussi, grosse évolution, c'est évidemment l'élévateur à grains propres, hein, qui emmène tout ça en haut dans la trémie là-bas. Toujours avec cette chaîne de plus de 3 mètres là, qui entraîne, mais qui a grossi en diamètre. Tout est plus que doublé, que ce soit la taille d'élévateur, par rapport à une 2388 pour donner une référence aux agriculteurs qui connaissent ces machines. Tout n'a plus rien à voir et c'est la même chose jusqu'à plus de 500 chevaux hein, aujourd'hui. Toutes les chaînes, l'entraînement. Alors évidemment, vous doutez bien que cette petite machine, entre guillemets, hein, par rapport aux autres, est fiable forcément puisqu'elle a tout avec des composants très, très bien dimensionnés. Donc là, on a le système d'entraînement du ventilateur. Donc, vous voyez, c'est la seule courroie là, qui arrive sur le côté, hein, de manière très simple, qui est entraîné par l'arrivée de l'autre côté du moteur qu'on a vu tout à l'heure, qui entraînait la trémie justement, hein, la prise de vitesse de la trémie de puissance. Ce variateur-là devant, il est donc la turbine des vents est située derrière, là, sur le côté, à l'intérieur. Donc la particularité, c'est que ce n'est pas des pales, ce sont des espèces de chevrons, donc comme une turbine un peu qu'on peut avoir en hydrologie, là, pour les centrales nucléaires, donc une turbine vraiment... qui a beaucoup de souffle, hein, beaucoup de pression à taille égale, puisque la taille est importante, vous l'avez vu sur des machines. Donc, et là, ici, on a un système de caisson auto-nivelant. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus complexe au niveau des fixations. Habituellement, c'est très très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grille est beaucoup moins soumise aux variations de relief qu'on peut avoir dans les champs, comme je le disais tout à l'heure en explication. Elle va se rester toujours à peu près horizontale jusqu'à... voilà, des pourcentages réduits, mais qu'on a malgré tout dans nos régions. Donc ça joue beaucoup. Et on a même une variation des vents, donc des ventilateurs, qui va se faire en fonction que vous êtes incliné vers l'avant ou incliné vers l'arrière. Ce que vous voyez ici, ce sont les prises d'échantillons, avec ici le capteur d'humidité. Donc la particularité de cette machine, c'est qu'elle est équipée d'un système de prise d'humidité, donc qui est très importante avant de livrer. En général, on le sait avant même que ça passe dans le système, au regard des besoins en puissance, puisque c'est une machine qui n'apprécie pas les cultures lorsqu'elles sont humides, qui inversement, lorsque ça passe très très bien, on sait que c'est mûr. Et tout en haut, là-haut dans la trémie, que je vous ouvrirai tout à l'heure, eh bien, on a un capteur de poids, en fait, hein, une balance automatique qu'il faut calibrer, mais qui permet de donner une notion, hein, je dis bien une notion, du potentiel à l'hectare qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous voyez, en termes d'accessibilité, c'est très facile. Et puis, on a aussi fait tout en montant nos pneus et nos jantes pour se dégager de la place, puisque ici, on vient accéder à l'autre côté du rotor pour les contrebatteurs qui sont maintenus par ces vis-là et qu'on va donc démonter pour sortir les 6 demi-corbeilles. Pour les maïs, par exemple, on va mettre que des gros fils comme on a ici. Voilà, donc là, vous avez la cage du rotor que vous apercevez et on ne voit pas l'engreneur qui est situé donc derrière le convoyeur, mais qu'on ne voit pas bien. Alors ensuite, les convoyeurs, et je finirai là-dessus, la différence par rapport aux premières machines, c'est que les coupes s'étant élargies, les convoyeurs étaient tout petits. Donc là, évidemment, on a des convoyeurs beaucoup plus gros. Donc là, on récupère aussi du groupe New Holland, les mêmes convoyeurs qu'eux, hein, avec ces systèmes-là qui étaient propres à case IH à l'époque. Donc c'est
ces tambours anti-pierre, donc déjà très très robustes, hein, avec des battes qui sont presque indéformables, que pour tous ceux qui ont des axiales, vous savez de quoi je parle. La différence aussi qui a évolué, c'est qu'ici, vous voyez sur le côté, un entraînement supplémentaire qui vient entraîner un tambour avant le convoyeur, qu'on appelle un système anti-pierre, hein, le rock, je ne sais plus quoi, comment il l'appelle. Et l'avantage, c'est que là, ici, s'il y a une pierre, elle peut s'escamoter par cette première trappe, qui est gérée par des ressorts, et éventuellement, on peut ouvrir ici pour nettoyer, mais on a aussi un bac à pierres ici, en fait. Les pierres viennent s'accumuler dans cette réserve-là. Pourquoi? Parce que c'est très important qu'elles ne franchissent pas le rotor, puisque la différence avec d'autres machines, c'est que tout ce qui passe dans le rotor va arriver dans le broyeur qui est situé juste derrière. Donc avec les dégâts que ça peut occasionner, de casse du broyeur, des couteaux, mais aussi de projection carrément dans la hotte ici, qui peut avoir des conséquences importantes. Donc là, on a fait en grande partie le tour de la machine. On refera une prochaine vidéo sur les coupes, mais pour le moment, on va en rester là. Alors un point que je n'ai pas non plus détaillé, ce sont les vitesses de rotor. Le rotor possède une boîte de vitesse avec 3 rapports et il va de 250 tours par minute jusqu'à 1150 tours, je crois, de mémoire, ou 1250 tours. Donc ce qui permet de faire face à tous les types de cultures différentes. Et c'est un atout important, hein, pour la polyvalence de la machine. Alors les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo et à la conclusion concernant cette vidéo technique qui se voulait ouverte à tous, à la fois aux experts du monde agricole comme les personnes qui sont juste intéressées par ce qu'est une moissonneuse-batteuse et à l'émerveillement qu'on peut ressentir même encore aujourd'hui à voir ce que font ces machines, comment elles sont capables dans des conditions souvent difficiles de nous récolter le grain dans un confort quand même appréciable aujourd'hui, avec finalement beaucoup de fiabilité, puisque si on peut conclure à quelque chose de sûr, c'est qu'aujourd'hui la majorité des machines fonctionnent plutôt très bien, arrivent à faire du grain propre assez facilement, que sur le terrain, aux zones céréalières, on a de moins en moins de machines dites conventionnelles, on a de plus en plus de machines hybrides avec un système conventionnel au départ et pour la séparation des grains, plutôt des rotors ou des systèmes un peu hybrides. Et puis des systèmes axiales, évidemment, puisque si on veut du débit, on se rend compte que c'est ce système-là, en tout cas l'origine de ce système-là, qui a les meilleures performances avec le plus de simplicité. Alors évidemment, vous n'avez pas pu voir comment étaient faites mécaniquement les machines conventionnelles, mais pour ceux qui ont l'habitude à des axiales depuis des années, lorsqu'on s'approche de machines conventionnelles, ou même des copies d'axiales, hein, pour certains constructeurs, on les trouve encore bien compliquées, avec des arbres qui traversent les machines, des poulies un peu partout, des courroies un peu partout. Aujourd'hui, vous avez vu sur cette machine, il y a 2 courroies, et sur les machines plus grosses en axial comme ça de cette marque-là, il n'y a même plus finalement de courroies, puisque le système est un boîtier fermé à pignon avec inversion et entraînement hydraulique. Donc ce qui fait sa fiabilité, c'est encore une fois sa simplicité. J'en ai déjà parlé pour d'autres matériels. Pour nous, c'est la clé numéro 1. Et la conclusion, dirais en premier, c'est la simplicité de cette machine qu'il faut retenir, qui concourt à sa fiabilité et à son image de marque. Alors c'était une machine qui était moins chère que les autres par le passé. Depuis que le groupe Nouyoland l'a reprise, c'est loin d'être le cas. Alors il faut dire qu'ils ont amélioré beaucoup de choses en termes de finition, en termes de fabrication, hein, même s'il y a encore des choses un petit peu à voir, mais malgré tout, ça n'a rien à voir avec les axiales d'avant, quand il n'y avait pas le groupe Nouyoland, où les poulies tournaient comme ça, l'électricité c'était vraiment triste, mais c'était fiable et ça marchait, et on se demandait même parfois comment. Aujourd'hui, le broyage est de qualité, on peut arriver à conserver la paille avec ces machines-là, qui ne seront jamais l'équivalent de machines conventionnelles, mais qui de toute façon ne sont plus présentes dans beaucoup de régions aujourd'hui, complètement conventionnelles, je l'entends. Donc c'est vrai qu'au final, voilà, on arrive quand même, depuis qu'il y a le small tube, là, le petit rotor, à conserver mieux la paille, même si elle passe quand même dans le broyeur, même s'il est à vitesse ralentie, forcément ça déchiquette un peu plus la paille. Alors pour nous qui sommes en agriculture de conservation, la répartition étant excellente aujourd'hui, des menus paille et des pailles, c'est une machine qui est plutôt intéressante pour nous. On améliore les décompositions dans nos sols. Elle reste facilement manœuvrable, elle est très très agile, hein, on peut tourner directement au bout du champ et repartir le rayage d'à côté, puisqu'elle est plus courte que d'autres machines. En la réglant bien au niveau de la voie, on fait vraiment des choses intéressantes. Donc c'est une machine qui pour ça est intéressante. Par contre, elle n'est pas moins lourde que les autres, parce que elle est plus robuste à l'intérieur pour le rotor, pour plein de raisons. Elle fait souvent 1 tonne à 2 tonnes de plus que des machines équivalentes, hein, donc ça faut le savoir, c'est un peu une idée reçue, depuis qu'elle est comme ça, hein, avant c'était pas le cas. Et puis, écoutez, c'est ce que je vous dirais, principalement dans les grandes lignes, c'est ça, la simplicité
la fiabilité, la polyvalence, puisque c'est une machine qui, à travers le monde, est souvent recommandée dans différentes cultures, parfois de niche, très exigeantes, parce que c'est une machine qui, justement, préserve le grain. Et c'est pour moi le troisième argument principal qui nous a fait choisir et rester avec les axiales, c'est le fait qu'on ne casse pas le grain, on n'abîme pas le grain. Voilà, et on peut donc récolter dans des conditions parfois difficiles en brossant simplement la capitule d'un tournesol sans l'éclater, donc en gardant l'humidité dans la capitule. Pour le maïs, c'est pareil, elles sont réputées en maïs pour cette raison-là, c'est qu'on n'explose pas les épis de maïs, on les brosse simplement. Et donc par le nombre de tours que ça fait dans le rotor, la séparation se fait aussi de manière centrifuge par rapport à d'autres machines où pour sortir le grain de l'épi, il faut serrer souvent le contrebatteur et en augmenter la vitesse. Sur cette machine-là, ça n'a rien à voir. Simplement d'augmenter la vitesse peut suffire à faire sortir le grain par centrifugation, puisque dans le rotor, c'est ce qui va se passer. L'hélice à l'avant, le fameux engreneur, a un rôle aussi de souffler à l'intérieur du rotor, donc aussi de favoriser la séparation. Donc vous voyez, on a beaucoup d'éléments. Puis après, tous ces systèmes de corbeilles qu'on peut faire à la carte, chacun à son envie, avec des aveuglements par-ci, des petites contrebattes par-là, des corbeilles différentes par-là, on arrive vraiment à quelque chose de très très performant. Alors souvent, il est dit qu'avec ces nouveaux rotors-là, on peut travailler moins vite. Je ne l'ai pas vérifié sur le terrain. Je pense qu'à partir du moment où on dépasse les 8-9 tonnes hectares, il faut que le rotor tourne. C'est comme ça. Ça participe aussi à la centrifugation, comme je viens de l'expliquer. Donc voilà, donc c'est une machine qui a un débit particulièrement important dans des conditions très sèches en pleine journée. C'est là qu'elles sont les meilleures, sans casser de grain justement et en préservant avec des pertes quasi nulles, ce qui est quand même aujourd'hui le cas de beaucoup de machines, il faut le reconnaître, qui perdent plus, qui se règlent facilement, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, mais il reste encore parfois des petites complications. Alors, une machine aussi performante soit-elle n'est rien sans une coupe, sans une table, comme disent nos amis québécois. Et donc, je vous propose, si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires, de faire une petite vidéo pour présenter cette coupe, qui est quand même très très importante pour la suite des événements dans la machine. Que ce soit le choix de la coupe, bien sûr, sa qualité, sa conception, mais aussi le réglage que vous allez en faire, la façon dont le conducteur va gérer l'arrivée de la récolte dans sa machine, c'est capital en fait, parce que c'est souvent déjà là que les problèmes commencent. Et puis si vous le souhaitez, vous me le direz aussi en commentaire, on refera une vidéo qu'on pourra peut-être joindre avec celle-ci si elle n'est pas trop longue, sur les réglages des machines. Même si elles sont plus simples à régler, il y a des choses quand même à connaître, je pense. Alors je ne suis pas Dieu le Père du réglage, mais je pense avoir un petit peu de recul avec les années en ayant travaillé sur plusieurs machines en entreprise, la nécessité d'être performant, de ne pas perdre, etc. D'aller voir, pour ça déjà, c'est comme les pièges pour les insectes, faut déjà aller voir avant de dire je ne perds pas, plutôt que la surprise après moisson. Bref, ça peut être intéressant, en tout cas dites-moi si ça vous intéresse. Alors écoutez, je vous remercie pour tous vos commentaires, pensez à les faire sur la chaîne pour les partager avec tout le monde, parce que sur les réseaux sociaux, je vous avoue manquer de temps pour y aller régulièrement. J'essaye de répondre au maximum de vos questions, mais j'avoue arriver à ma limite, il faut le reconnaître. Je vous invite encore à bien regarder les vidéos avant de m'inonder parfois de questions que vous avez déjà dans les vidéos ou dans les liens que je vous mets. Lisez s'il vous plaît les descriptions, sinon c'est pas toujours facile pour moi. J'arrive en fin de saison, pour être franc, un petit peu usé, fatigué au bout du rouleau, mais pas lié à YouTube, lié tout simplement à l'ensemble des choses. C'est la fin de saison pour Mathieu et moi, dans les essais, dans tout ça. Beaucoup de choses à préparer pour la moisson, puis une petite surprise sur notre belle machine neuve, et je finirai par ce petit trait d'humour. On a le réservoir de gasoil qui fuit, les amis. Et oui, vous avez bien entendu, rempli les 750 litres, il contient 950 litres. Pof, ça s'est mis à fuir, donc on l'a vidangé jusqu'à arriver à la soudure. On a soupçonné que c'était la soudure en plastique entre les deux parties plastiques qui fuyaient, et c'est bien ça, donc il nous reste 450 litres dedans sans que ça fuit. Donc c'est un problème apparemment connu du constructeur, donc on attend les pièces. Il y a une journée et demie de boulot là autour pour démonter le réservoir et remettre un neuf. Donc ça gâche un petit peu le plaisir, et moi qui devais partir 2 jours faire de la moto sur un magnifique circuit du Mas du Clos dans la Creuse, eh bien j'ai annulé tout ça parce que j'étais tout simplement usé, pas capable d'aller faire de la moto, et voilà, il fallait s'occuper de tout ça avant de démarrer la moisson, j'espère dans la semaine qui vient. Tranquillement, sereinement. Alors je pense que c'est le cas aussi pour vous, et on a pris une centaine de millimètres, et on a la chance de ne pas avoir trop de culture par terre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a certaines parcelles où il ne reste plus que les roues de traitement pour les agriculteurs, et là je vous avoue être content que ça ne m'arrive pas avec une machine récente dans des terres parfois caillouteuses, où là on a toujours un gros risque pour la machine, vous l'avez bien compris avec ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt, pensez à liker, pensez à partager, et pensez à vous abonner, parce que la dernière vidéo a plus de 50 000 vues, on devrait avoir au moins plus de 50 000 abonnés les amis. Bon allez, je vous dis à bientôt, bonne journée à tous.